Aujourd'hui, on va parler du vrai combat de l'IA qui commence. On fait un petit retour sur la WWDC et la manière dont Apple essaye de contrôler ce que vous pensez. Et on a aussi un petit focus sur Mistral et les annonces qu'ils ont fait à Vivatech. C'est tout de suite, c'est le rendez-vous tech. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Nous sommes en juin 2025. Il fait beau, il fait chaud, il fait très chaud, il fait trop chaud, mais nous sommes là pour vous accompagner. J'espère que vous allez passer un excellent moment en notre compagnie, mais je sais que ça sera le cas puisque nous sommes avec Marion, donc forcément notre journée est ensoleillée. Bonjour Marion, comment ça va ? Quelle introduction! Waouh! Si j'amène le soleil, écoute, j'espère. Écoute, moi, ça va, il fait comme tu disais, il fait trop chaud, mais là, ça va, il fait, chaud mais gérable et c'est le début de la semaine, donc plein d'énergie. Et toi? Très bien. Bah, écoute, moi aussi, et je me rends compte que quand je dis tu amènes le soleil et qu'on a genre 35 à Paris qui nous a été promis par la météo pour la fin de la semaine, je ne sais pas si c'est la bonne invitée pour l'émission là, qui nous amène le soleil. Peut-être qu'il aurait fallu avoir, je ne sais pas, Jérôme par exemple, qui amène la pluie et le désespoir, tu vois. Ça aurait peut-être été mieux. Ah Non. non, c'est affreux de dire ça! Bon, par contre, ceux qui font qu'on a exactement la bonne température à tout moment par leur contribution au Patreon, et oui, ça amène aussi ça, c'est Anthony Ferrero qui a rejoint le groupe des podcasteurs et les producteurs Eddy Millot et Julien D. Merci à vous tous. Et si, comme eux, vous voulez rejoindre le formidable groupe des Patriotes, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Vous le savez, pour une météo plus adaptée, rejoignez le Patreon. Entre parenthèses, c'est pas garanti. Voilà, comme ça c'est dit, le disclaimer est fait. Un autre disclaimer que je dois faire, je vous parlais la semaine dernière du Rendez-vous Jeu en vous disant que c'est une émission que certains auditeurs et auditrices du Rendez-vous Tech ne connaissent pas. Et c'est une émission dans laquelle on couvre l'actu du jeu vidéo, un petit peu comme on le fait ici pour le Rendez-vous Tech. Et Damaki m'a dit sur le Discord, il m'a dit mais tu vends pas super bien le Rendez-vous Jeu franchement en parlant que de la partie gamer. Et en fait, il faut dire aussi que tu parles de l'actu des studios, les licenciements, l'analyse économique, les sujets de jeux vidéo liés à la société. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc la conclusion qu'il m'amène et qui est tout à fait juste, merci Damaki, c'est que le Rendez-vous Jeu peut vous intéresser même si vous n'êtes pas un hardcore gamer. Enfin, je partais du principe que vous savez comment je couvre la tech ici et que vous imagineriez comment je couvre le jeu vidéo là-bas. Mais c'est vrai que c'est pas une vidéo YouTube où je fais waouh, il y a le dernier jeu qui est sorti, c'est trop cool, voilà, c'est ça à ça que vous devez jouer. Non, c'est pas que ça et d'ailleurs c'est pas forcément la partie principale de l'émission. D'ailleurs, Marion qui écoute le rendez-vous jeu religieusement tous les jeudis et qui a acheté une Nintendo Switch 2, donc qui est complètement dans cette ambiance, le confirmera. Tu es contente de ta Switch 2 ? Tu l'as achetée hein, finalement, non ? Oui, oui, oui. On en parlait la Je dernière fois, l'ai donc... Bah, oui, oui, justement, j'allais te dire: «Mais attends, tu parles pas des de la Switch 2 et cetera». Mais oui, oui, bah, je l'ai. Écoute, je suis sur, Mario Kart et sur, Zelda Tears of the Kingdom, à me familiariser avec, les interactions et cetera. Écoute, j'ai pas énormément de temps de jeu, Ah, mais c'est assez fun. Franchement, j'aime bien le format, c'est assez casual, donc je me mets pas trop la pression, je, et je pense Vas-y, pardon. j'aime beaucoup les casse-têtes de Zelda pour l'instant, avec les objets qu'il faut que tu fabriques pour aller d'un endroit à l'autre et cetera. Donc pour l'instant, je suis bien dedans, mais je prends mon temps parce que c'est très joli. C'est vrai que, bah, on en parle évidemment dans le rendez-vous jeu, mais la console s'est vendue à des quantités absolument phénoménales. Elle a explosé les records de vente de consoles au premier week-end établi précédemment. Et peut-être qu'il y a une catégorie d'acheteurs à laquelle je ne pense pas forcément, c'est les gens qui ne sont pas forcément justement joueurs de jeux vidéo assidus depuis longtemps, qui n'ont même pas eu la Switch 1 et qui du coup se disent bon bah maintenant c'est peut-être le moment, c'est une console plus moderne, Marion lève la main et ils ont du coup oui le catalogue de jeux est pas énorme pour la Switch 2 exclusivement à la sortie, mais il y a tous les jeux de la Switch 1 comme Zelda au hasard et plein d'autres. Donc oui, Marion est aux anges, bah, c'est parfait.
Ouais et en vrai, tu vois, avec 2 jeux, j enfin, genre, j'ai Ah pas ouais, le tu trop temps fait. déjà. Donc Je donc moi, ça me remarque va, quoi. je remarque que tu n'as même pas eu le temps de, m'inviter à une partie de Mario Kart, terrifié que tu es de la compétence, de l'excellence de mes enfants qui pourraient te mettre la honte sur les Alors alors différentes non, coupes. non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas trop tout compris, tu vois, encore. Donc donc déjà, un truc louche, c'est que je finis première de pratiquement toutes les courses de Mario Kart. Donc je pense que déjà il y a un problème parce que j'y ai pas joué depuis la Nintendo 64 quand même, hein. Donc j'ai essayé de changer un peu les réglages de difficulté. Je suis à 150 Mmh. CC, j'ai mis un mode normal en IA, et cetera. Mais je suis encore première, donc je pense qu'il y a un truc qui va pas, Tu qu'il faut encore découvres, que je trouve. non, mais c'est que Et tu puis après, j'ai découvres pas tes trouvé comment inviter, les autres, tu vois? c'est J'ai réussi à jouer compliqué. avec Jérôme, C'est mais j'ai compliqué sur Nintendo parce qu'ils veulent justement tellement protéger, c'est dans les sujets tech, ils veulent tellement protéger depuis le début de leur histoire les jeunes joueurs parce qu'ils sont vraiment, ils ciblent véritablement ce public que pour ajouter un ami, c'est pas facile. Il faut un code ami, il faut que ton ami ait ton code ami à toi et que toi tu mettes le sien. C'est une série de chiffres. Tu peux pas juste trouver un ami dans en mettant son pseudo ou ce genre de choses. Mais non, mais je comprends. Malgré tout, tu es une informaticienne, enfin une UX designeuse de talent, et malgré ça, tu n'arrives pas à trouver. Moi, je pense qu'il y a plutôt une crainte de te faire battre par mes enfants qui t'empêche de lancer ces invitations. Mais je ah comprends. non, Donc, mais c'est franchement très, avec très fort. plaisir, je te partage, il faudra que tu me dises où trouver le code, mais je te le Je partage sais sur même plus. Discord avec Moi non plaisir. plus, Ah je bah, sais tu vois? plus. Bon, écoutez, cette petite parenthèse refermée, on va se lancer dans les infos de la semaine. C'est parti. Et la première info de la semaine, c'est que les choses sérieuses commencent véritablement dans le domaine de l'IA et dans le combat que se mènent les ayants droit, donc les personnes, les entités, les sociétés qui ont des grosses IP, des grosses comment dire, des grosses propriétés qui sont protégées par le droit d'auteur, et donc les développeurs de moteurs de LLM et de modèles de diffusion, en l'occurrence. Alors, avant de venir au cœur du sujet, j'aimerais vous parler d'une nouvelle tendance que j'ai vue envahir TikTok. C'est la tendance que j'appelle les AI vlogs. Est-ce que tu as vu ça passer, les AI vlogs, les trucs genre vlog, mais faits par des vidéos faites par IA, en fait? T'as vu ça? Beh, en fait, j'ai vu ça grâce à toi. Ah, tu vois, je Donc suis un trendsetter. mais Euh, ouais, ouais, tu m'as mis les liens, donc je me suis un petit peu baladée. J'ai vu celui, oui, oui, j'ai vu les 2 premiers là, Stormtrooper et puis et puis alors Broly justement, Vlogs. en fait, tu dévoiles la fin la chute de ma narration podcastique. Les AI vlogs, c'est des vidéos faites en style vlog, donc vidéologue, avec genre un téléphone on fait une vidéo avec la caméra selfie et puis on se filme en train de faire des trucs. Sauf que là, c'est dans ça raconte la vie avec un style très influenceur qui se filme par exemple, de personnages de la Bible. Genre, il y en a, celui qui m'a marqué, c'est Moïse qui raconte ah bon, alors là, je vais aller voir Pharaon, je vais lui demander de laisser sortir notre peuple d'Égypte, je suis sûr que ça va bien se passer. Et puis la scène suivante, chacune dure 4-5 secondes, donc c'est parfait pour les vidéos faites par IA. La scène suivante, c'est il ressort de la pyramide, justement, et il dit bon, en fait, ça s'est pas trop bien passé, il était pas très content, allez, on se taille, vite, vite, on y va. Et puis ensuite, les 7 plaies d'Égypte, les machins, tout ça. C'est rigolo. C'est franchement bien foutu, évidemment avec la qualité des vidéos par IA qu'on fait aujourd'hui. Parfois, on a presque du mal à déceler que c'est pas des vrais acteurs. Je dirais même que au premier abord, on se rend pas compte. Et puis, bon, le truc, c'est que c'est marrant, franchement. Il y en a des dizaines, des centaines maintenant, donc au bout d'un moment, ça devient un peu lourd. Mais à part ça, bah, c'est bien foutu et je pense pas qu'on aurait grand-chose à redire de ce type d'utilisation de l'IA. Il n'y aura pas grand-chose à redire,
Sauf quand on passe aux autres types de vidéos qu'évoquait justement Marion, puisqu'on a dans le même style des vidéos qui utilisent des IP, des personnages qui sont protégés par le copyright, comme au hasard les Stormtroopers qui expliquent leur vie quotidienne dans le contexte de certains grands événements de la série Star Wars. Genre, il y a deux Stormtroopers, c'est les deux Stormtroopers, genre, je sais pas, il y a Craig et Fred. Il fait Hey Craig, tu vois, Dark Vador, il a été super sympa, il nous a donné un jour de congé, on va aller explorer Andorre, ça va être super cool. Et ils se font attraper par des Ewoks, machin. Évidemment, c'est de l'IA. Il y a des moments, d'une scène à l'autre, le personnage change un petit peu de tête. Les Ewoks, évidemment, ils ressemblent pas à des Ewoks. Mais on s'en fout. C'est marrant, c'est créatif, c'est fait pour mettre en image un truc qui aurait été incroyablement coûteux à mettre en image. Un scénariste se dit bah, « j'ai une idée marrante à faire, là je peux la faire avec de l'IA ». On se demande d'ailleurs si certains scripts ne sont pas écrits par IA. J'ai pas l'impression parce que ça marche plutôt bien, c'est plutôt marrant, mais on ne sait même plus en fait si c'est écrit par IA ou pas. Et donc, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a aussi des Stormtroopers, et là, on imagine bien que Disney se dit personne trouve à redire attendez une seconde, nous on a un truc à redire quand même. Et on arrive à ce nouveau procès qui est lancé non pas contre les créateurs, les sociétés qui font des moteurs de vidéo par IA, mais contre Midjourney, qui édite évidemment les modèles de diffusion qui créent des images. Donc ce procès par Disney notamment, mais aussi NBC Universal, enfin des grands de Hollywood, qui disent votre truc là, c'est une machine à créer comment ils l'ont dit exactement. Enfin, c'est une machine à casser le copyright, à enfreindre le copyright. Évidemment, hein, c'est pas une découverte. Ce genre de moteurs sont entraînés sur des contenus propriétaires, à tel point que les exemples qu'ils donnent sont frappants. Ils montrent par exemple, là c'est une image du trailer de Dune ou de Dune 2, et puis ils font une requête dans le prompt de Midjourney, ils disent trailer de Dune 2 avec quelques paramètres en plus, et ça sort une image qui est quasiment exactement la même. Ça fait penser au procès qu'a lancé le New York Times en disant que OpenAI, je crois que c'était OpenAI, peut reproduire des articles presque entiers des articles du New York Times, donc qu'ils ont été entraînés là-dessus. Ça fait penser aussi à une étude c'est qui ? Je ne sais plus. Bref, il y a une étude qui montre à quel point Llama, donc le moteur de Facebook, je ne me trompe pas, le moteur de Meta, peut reproduire des morceaux de Harry Potter. C'est un petit peu technique, mais ce qu'ils prennent, c'est ils prennent 50 tokens, on va dire des mots, hein, pour simplifier. Ils prennent un passage de 50 mots et ils disent au moteur qu'est-ce qui vient après. Et la plupart des moteurs, alors les moteurs de Meta spécifiquement, surtout les derniers et les plus gros, ils peuvent reproduire les 50 mots suivants une grande partie du temps. Et c'est compliqué parce qu'ils traitent la probabilité que chaque mot suivant arrive, et donc à chaque mot qui vient après, il y a une probabilité que ça ne soit pas le bon. Sauf que là, sur les 50 mots, on peut se dire, c'est pas beaucoup, mais sur 50 mots, chaque mot de plus devrait réduire la probabilité qu'il est le bon. Et là, il réussit, je crois, 42% du temps, donc sur les 50 mots, les 50 tokens, mais on dit 50 mots, 42% du temps, il y arrive. C'est quand même énorme. Alors, c'est un des moteurs, un des LLM spécifiquement, mais ça pose la question de sur quoi ont été entraînés ces moteurs. En l'occurrence, sur Llama, on imagine qu'il a été entraîné sur ses livres plusieurs fois, qu'il les a vus plusieurs fois pour que ces paramètres fassent en sorte que, avec cette suite de mots, c'est ceux de Harry Potter qui vont ressortir une grande partie du temps. Mais donc, comme je l'ai titré, les choses sérieuses commencent vraiment. Disney commence à s'y intéresser. On imagine que les ayants droit pour Harry Potter vont commencer à s'y intéresser. C'est pas que Machine, mais bon, les ayants droit en général. NBC s'y intéresse. Et quand on dit s'y intéresse, c'est qu'ils lancent les procès. Et alors, d'un point de vue légal, il y aurait 3 moyens que le copyright puisse être, le droit d'auteur puisse être enfreint dans ses usages. Le premier, c'est évidemment que l'utilisation même de contenu
soumis au droit d'auteur constitue une infraction. Et dans ce cas-là, fin de partie, c'est terminé, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Le deuxième, ça serait que l'utilisation des contenus en droit d'auteur et pour entraîner une IA soit un dérivatif, un travail dérivatif, et que le moteur même d'IA soit un travail dérivatif du contenu protégé. Et donc là aussi, fin de partie, vous n'avez pas le droit sans l'accord des ayants droit, bien sûr. Le troisième, qui intéresse sans doute les sociétés d'IA, c'est que l'infraction ne se situe pas dans la construction du moteur, mais dans la génération de contenu. Donc ça serait, on pourrait arguer du fait que c'est la responsabilité de chaque utilisateur qui va créer du contenu qui serait un contenu qui enfreint le droit d'auteur de ces sociétés ou de ces IP. Et c'est vraiment une question qui est presque philosophique, parce qu'en dessous de ça, il y a la question qui anime pas le débat légal, mais le débat, comme je le disais, social. Est-ce que le fait d'étudier tous ces contenus et de pouvoir donc le répéter ou le reproduire comme pourrait le faire un humain constitue une infraction ou pas en soi, quoi. C'est évidemment la question dont on parle depuis des mois, et c'est la question à laquelle va devoir répondre vont devoir répondre les tribunaux maintenant, puisque les procès sont vraiment lancés. C'est pas les premiers, mais là, c'est les plus importants. Et donc, on va avoir une réponse. J'avoue que moi, même si je comprends évidemment l'aspect scandaleux du fait d'entraîner ces moteurs sur du contenu soumis au droit d'auteur, je ne suis pas convaincu qu'il faudrait l'interdire. Et je pourrais vous expliquer pourquoi, mais je suis curieux, Marion, de savoir ce que tu en penses, toi. Est-ce que le simple fait d'entraîner les moteurs d'IA sur du contenu soumis au droit d'auteur devrait être interdit? Ce qui est un argument tout à fait cohérent, quoi. Bah, aujourd'hui, avec le droit, d'aujourd'hui, a priori, en fait, il y a un manque à gagner quand même. C'est-à-dire qu'on a des business qui, basent leur business en utilisant, un contenu qui est protégé, la propriété intellectuelle protégée de sociétés qui ont investi pour produire cette propriété intellectuelle. Donc légalement, il y a un problème, et ça menace justement cette propriété intellectuelle et les créateurs derrière, cette propriété intellectuelle. Hem, donc je comprends la base, légale et la base du problème que ça pose. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en On fait, on sent est le en mec qui face arrive. voilà, on est en face de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle technologie qui va pouvoir, faire des belles choses et des moins belles choses, comme toute technologie encore une fois, ça dépend l'usage que l'on en fait. Hem, mais est-ce qu'il faut, lui couper les jambes? Je suis pas sûre, et je pense que potentiellement il y a une manière, de travailler ensemble pour que les 2 parties soient pas lésées. Et donc il y a déjà des accords qui sont en train d'être passés entre ces sociétés qui ont besoin de données pour entraîner leur modèle et les sociétés qui vont fournir du contenu, soumis à la propriété intellectuelle, contre rémunération et cetera. Et donc potentiellement, il faut se mettre d'accord là-dessus. Mais je pense que, bah, c'était un peu le Far West, comme souvent, heu, quand on fait face à une nouvelle, technologie et cetera. Et donc faut définir des nouveaux repères, pour que chacun y trouve son compte. C'est exactement le problème. Il pourrait entraîner ces moteurs, que ce soit des moteurs de langage ou des moteurs de diffusion qui créent des images ou des vidéos, sans utiliser le contenu sur lequel ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas les droits. Tu vois, ils pourraient tout à fait entraîner les moteurs sur des contenus libres de droit. Évidemment, s'ils faisaient ça, bah, quand tu tapes un prompt avec un Stormtrooper, bah là, il va pas savoir ce que c'est un Stormtrooper, donc il va pas pouvoir te Bah, le oui, mais reproduire. c'est ça le souci. C'est qu'en fait, tu veux l'entraîner sur le quotidien qui nous entoure, ce qui fait la pop culture également, notre culture. Il y a un certain niveau de qualité aussi, qui est accessible, uniquement par des choses qui sont de propriété intellectuelle. Je suis pas en train de dire que tout ce qui n'est pas, protégé n'a pas de qualité, mais bon, voilà, il y a quelque chose quand même, de un peu plus garanti quand c'est protégé. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Heu, Bah, en fait, la question qui me taraude, c'est est-ce que enfin, il y a plusieurs choses, mais d'abord,
il faut bien comprendre que ces moteurs ne stockent pas physiquement dans leur mémoire, on va dire, les contenus. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils stockent pas physiquement le contenu dans leur mémoire. C'est pas qu'ils ont une grande base de données avec tous les contenus qu'ils ont à gérer, et puis ils vont aller y faire référence quand on leur demande des trucs qui sont en rapport avec ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que pour les modèles de langage, par exemple, eh ben ils vont ingérer effectivement tout ce contenu, mais pour les relations de probabilité entre les mots. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de déterminer quel mot vient après un autre. Et évidemment, quand ils sont entraînés, et donc c'est pour ça qu'on dit c'est des sortes de autocomplete sous stéroïdes, les moteurs les large language models. Et c'est le cas. Sauf que, alors sur ce principe, tu vois, j'aurais tendance à me dire, bah oui, ils stockent pas le truc, ils stockent les relations, donc il n'y a pas vraiment ça en mémoire. Peut-être que légalement c'est important, mais en même temps, si effectivement tu lui dis, tu vas faire un test sur OpenAI et tu lui dis, est-ce que tu peux me donner le premier chapitre de Harry Potter? Bah, s'il te le sort, est-ce que c'est vraiment important qu'il ne le stocke pas, tu vois? Le truc, c'est qu'il va pas te le sortir comme ça. Il faut quand même, comme dans le procès du New York Times, il faut que tu lui donnes énormément de contexte. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient fait dans le New York Times et ce qu'ils font avec Harry Potter aujourd'hui, c'est qu'ils donnent une bonne partie de l'article, ils donnaient l'URL dans le cas du New York Times, et ils te ressortent ensuite la suite. Mais il faut déjà que tu aies accès à une bonne partie de l'article. Donc, est-ce que ce n'est pas des cas extrêmes? Est-ce que ce n'est pas des cas qui n'ont pas d'application pratique? Je suis pas sûr. Est-ce que, en l'occurrence, l'histoire des Stormtroopers, euh, est-ce que c'est un truc qui est de la responsabilité du créateur du modèle, ou est-ce que, comme on disait, c'est l'utilisateur ensuite qui va devoir ne pas monétiser un truc où il y a des Stormtroopers, sans quoi Disney leur tomberait dessus? Ça me fait penser un petit peu à la manière au débat sur le peer-to-peer à l'époque de Napster et de l'arrivée de ces technologies qui ont évidemment été utilisées, soyons honnêtes, pour le piratage de manière absolument éhontée. La technologie en elle-même n'était pas foncièrement en faute, mais elle a complètement permis une transformation majeure de l'industrie de la musique. Est-ce que... Alors, on a essayé de se battre contre, les ayants droit ont dit non, 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 c'est des machines à piratage, machin. Au final, bah, la voie de sortie de tout ça, c'était par le changement de l'offre. C'était un cas particulier, je ne sais pas si là, ça peut se passer comme ça aussi, mais est-ce que on va avoir des gens qui vont faire des films, des faux films Star Wars avec des personnages de Star Wars qui vont être tellement bien que d'autres personnes vont avoir envie de les regarder? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est pas à eux qu'il faut s'attaquer? Est-ce que c'est différent d'une personne qui va mettre son costume de Stormtrooper et aller faire un film, tu vois, amateur Une avec fanfiction? une fanfic, voilà, exactement, ou même écrire une fanfic Harry Potter? En pratique, est-ce qu'on n'a pas peur que ça se produise, alors qu'en fait, ça va être des centaines ou peut-être des milliers de trucs qui vont être réalisés ou écrits, que personne va lire, auxquels personne va s'intéresser? Et du coup, c'est surtout ça qui pose problème. Est-ce que, en faisant ça, en interdisant le développement de ces technologies, on ne priverait pas, et je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, mais on ne priverait pas le monde d'une technologie qui est intéressante, y compris créativement, pour un problème qui est un peu un faux problème? Ouais, oui, c'est pas très intéressant parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire Alors, qu'en effet, moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est ces espèces d'investigations ultra poussées où tu passes une semaine pour avoir le prompt parfait pour prouver qu'il va te recracher un contenu, protégé par la propriété intellectuelle. Heu, c'est ce qu'on appelle un edge case. mmh, C'est c'est une tellement exception, quoi, c'est un cas niche, très spécifique, c'est quoi. une ex voilà, c'est un cas très spécifique de quelqu'un qui va, enfin, s'informer et devenir très bon sur pousser ça, quoi. Mais franchement, déjà, la personne, elle dépense tellement plus de temps et d'énergie à se former pour ressortir ça, qu'elle aurait été plus vite d'aller acheter le l'élément, quoi. Enfin, tu vois? Donc elle le fait pas forcément pour faire perdre de l'argent
à ceux qui ont fait ça. Et en effet, si tu sors un film et que le film utilise du contenu, protégé par la propriété intellectuelle et qu'il a un succès monstre, qu'il met en risque, heu, voilà, une licence et cetera, bah, là, voilà, tu as un cas de procès, servi D'infraction, sur un oui. plateau, quoi. Mmh. Heu, Mais c'est ce qui s'est passé voilà. avec YouTube, en fait. Les grands studios ont craint une utilisation de YouTube pour le piratage et Google, je vais y arriver quand même. Google a développé donc le système de Content ID qui reconnaissait les contenus protégés et qui mettait en relation, et qui met toujours en relation les ayants droit et les personnes qui contreviennent à leurs droits d'auteur. Et il leur dit, bah, vous démerdez, quoi. Nous, c'est pas notre problème. Alors évidemment, c'est difficile d'imaginer un système similaire avec des vidéos créées par l'IA qui sont extrêmement diverses, mais on ne sait pas. Peut-être que ça arrivera. Ceci dit, pour pousser un petit peu le truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il est légitime également pour les ayants droit, d'une certaine manière, de se dire non mais on marche sur la tête quoi. Vous utilisez du contenu qui est à nous d'une manière qu'on n'a pas approuvée. euh, Soit vous nous payez au prix qu'on détermine, soit si on veut pas, on dit non et basta, terminé. La conversation est terminée. Et cet argument, je pense que on peut l'entendre. On peut l'entendre aussi. Euh, Sauf que Mais oui, mais ça n'a jamais arrêté personne. Enfin, sauf qu'on avait des outils moins bah oui, c'est perfectionnés ça. aujourd'hui, mais ça n'a jamais arrêté personne, soyons clairs. Après, ce n'était pas la même échelle, on est d'accord. C'est ça le problème, c'est que c'est pas la même échelle, ça n'a pas les mêmes, ça ne permet pas les mêmes choses. Heu, je dirais que si un argument contre ça, c'est peut-être que ça fait partie de la culture populaire et tu peux pas empêcher quelqu'un de s'inspirer d'une œuvre qui même soumise au copyright, de créer quelque chose qui en est inspiré. Alors le truc des honnêtement, pour tirer un tout petit peu les cheveux et pousser un tout petit peu le bouchon, les vlogs des Stormtroopers, là, c'est, oui, ça utilise clairement les Stormtroopers et leur image et tout ça, mais c'est une création originale, intéressante, qui a de la valeur. Alors peut-être qu'ils utilisent trop l'image des Stormtroopers, peut-être qu'il faudrait que ça soit les Storm Soldiers et qu'ils aient une tête différente, et peut-être que c'est ça qu'il faudrait faire tout simplement pour résoudre ce problème spécifique, mais ça a une valeur culturelle, quoi. C'est un Mais truc c'est marrant, ça, en fait. original. Ça contribue, à un succès culturel. Bon, alors après, les Stormtroopers, ça fait très longtemps que c'est un succès, culturel, bon, mais il y a d'autres personnages, d'autres licences qui sont devenues emblématiques parce qu'il y a eu une réappropriation Ouais. par le grand Oui, mais à la public limite, ou ça, des fans. c'est pas à nous de déterminer. Vous devez nous donner le droit de l'utiliser parce que ça va vous servir. Ça, c'est eux qui prennent la décision. Mais pour la richesse culturelle, parce que si on pousse encore une fois un tout petit peu le bouchon, si on n'a pas le droit de créer, et là je suis conscient que je vais peut-être un peu trop loin, mais si on n'a pas le droit de créer des vidéos paria qui utilisent les Stormtroopers, euh, est-ce qu'on se focalise sur l'IA ou est-ce qu'on dit vous n'avez pas le droit même de faire des fanfictions avec des Stormtroopers parce que ça utilise notre IP? Bah oui, je réponds un peu moi-même à ma question. Non, on n'a pas le droit. La réponse est simple. On n'a pas le droit. Bon. On n'a pas le droit, mais est-ce que Disney a poursuivi, les fans qui le faisaient jusqu'ici? Parce qu'en fait, ils n'ont pas attendu que des modèles d'IA Hmm. existent pour le faire. Donc ouais, je j'ai pas la solution et je suis d'accord que c'est pas tout blanc ni tout noir. Ça serait intéressant de suivre les débats, je pense. Bah, c'est ça, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est que bah, nous, on est là, assis sur nos chaises, et on dit, ah oui, je pense que c'est comme ci, je pense que c'est comme ça. En fait, c'est à la justice de faire ce travail, d'évaluer tous les éléments qu'on a évoqués, et plein d'autres encore, évidemment, et de déterminer si oui ou non, c'est une chose qu'il faut interdire, réguler, est-ce qu'il faudrait payer pour, est-ce que, etc. Et évidemment, les OpenAI et Midjourney et Google, bah, ils ne voudraient pas avoir à payer pour. Alors, Google, encore, ils ont de l'argent. OpenAI, ils ont beaucoup d'argent, mais ils dépensent de l'argent plus qu'ils n'en gagnent. Donc, ils se disent, on ne va pas rajouter une facture en plus à la fin du mois ou 72 000. Mais, pour être clair, ça ne me semblerait pas incohérent si le tribunal finissait par dire, bon, désolé, mais pour utiliser du contenu copyrighté, il faut demander l'autorisation, quoi. Voilà. Et après, vous démerdez. Je pense que ça ne serait pas si incohérent.
Ouais, Deuxième, après ça oui, pardon. c'est techniquement, juste pour terminer, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est-à-dire, c'est facile de faire ça quand on s'appelle Disney, mais quand on s'appelle pas Disney, mais qu'on est un petit studio indépendant, et qu'il faut aller, passer du temps à taper à la porte de chaque, modèle pour, être rémunéré, à juste titre, ça devient compliqué, quoi. Bah, après, il faut que les modèles, divulguent sur quoi ils sont entraînés, ce qu'ils ne veulent pas faire d'ailleurs, sans doute pour Ouais, c'est cette ça. raison. Ça, c'est un Et souci, ouais. et donc si tu es obligé de divulguer sur quoi tu es entraîné et que, tu vois, tu lises tous les contenus et bah, là-dedans, si tu mets Disney, bah, tu pas le droit ou si tu mets qui que ce soit, tu vois? Simplement, tu peux pas entraîner sans avoir eu l'autorisation à la base. Donc après, évidemment, il y a des gens qui, le feront sans, demander l'autorisation. Il y aura une question de poursuite en justice et cetera, mais enfin bon, on ne sait pas du tout. Ça se trouve, le juge va dire bien fait pour l'humanité, bien fait sociétal, donc on peut tout entraîner. Et après, aller rechercher chaque personne qui va créer du contenu utilisant votre IP à vous. Est-ce que ça sera une situation si différente de celle qu'on a aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai en y mettant un tout petit poil de mauvaise foi, un tout petit poil, j'ai du mal à voir de quelle manière le fait de pouvoir créer ces contenus nuirait financièrement à ces sociétés. J'y mets de la mauvaise foi, évidemment. Mais si c'est un truc qui va nuire financièrement, alors après, on pourrait dire ça peut, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais peut-être que ça peut nuire à l'image. Ils vont faire des contenus qui seraient pas, même sans parler de trucs, j'en sais rien, sexuels ou des trucs trop violents ou que Disney, parce que c'est d'eux dont on parle. Si il y a des gens qui se mettent à faire des vidéos hyper gore, hyper violentes de la guerre des Stormtroopers. Encore que même ça, ça aurait peut-être une valeur sociétale. Regardez, le capitalisme nous montre ces conflits armés de manière tellement aseptisée. Voilà ce que c'est la vraie guerre, voilà ce que ça donne. Tu vois, commentaire social, peut-être. Bon, on va pas résoudre ce problème, cette question aujourd'hui. Par contre, une autre question qu'on pourra peut-être résoudre, c'est de savoir si Apple a manipulé les foules et ce que vaut Liquid Glass. Alors vous vous en souvenez, la semaine dernière, c'était la WWDC. Il y avait beaucoup de choses à dire, on l'a traité dans l'épisode précédent. Et il y a deux choses maintenant à tête reposée qui ressortent de cette conférence. D'une part, l'impact du nouveau design, et j'aimerais te poser la question de ce que tu en penses, parce que tu es dans ce domaine et c'est un petit peu ton expertise. Et j'aimerais aussi dire que j'ai jamais vu, c'est l'autre réflexion, il y en a deux, j'ai jamais vu Apple faire autant d'interviews, donner autant d'interviews que suite à cette WWDC. Peut-être que je me souviens mal, mais Craig Federighi et comment il s'appelle son ami Joz du marketing, donc Craig du côté des développeurs et Greg Joswiak, je vais y arriver, Joswiak du marketing, ont fait des interviews absolument partout. Je vous mettrai un lien vers l'interview de Tom's Guide, mais on sentait vraiment qu'ils voulaient contrôler le message, et tout ça, c'est dû évidemment aux gadins qui se sont pris dans l'IA il y a cette année précédente avec Siri LLM. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait les choses. Ils ont bien contrôlé leur message, justement. Ils ont annoncé ce qu'il fallait annoncer sur l'IA dans iOS. On en parlait la semaine dernière. Ils ont dit Siri LLM, ça arrivera à un autre moment, mais ils ont montré d'autres trucs sur l'IA. En gros, ils ont limité les dégâts, mais c'était impressionnant de voir à quel point on le voit pas forcément quand on prête pas attention à ce genre de choses. Ils étaient partout pour être sûrs que la manière dont ils voulaient présenter la situation était bien présentée de cette manière. Et évidemment, ils sont tellement rares dans les interviews que quand on dit bah, tu peux avoir Craig et Greg, j'ai du mal à imaginer que quelques médias que ce soit disent non, non, c'est bon, on veut pas vous parler, quoi. Donc, c'était une opération marketing et communication et PR hyper importante. Au-delà de ça, le nouveau design de langage Liquid Glass était quand même l'autre point central, si on met de côté le windowing, le fenêtrage dans iPadOS qui a donné des explosions de joie dans toute la presse tech, je crois, chez tous les geeks du monde. Le Liquid Glass, donc ce nouveau langage de design avec une sorte presque de skeuomorphisme, quoi. C'est le retour à la réalité tactile des trucs qu'on peut toucher avec du verre, des petits reflets, de la diffusion. Le consensus semble être c'est plutôt pas mal. Il y a des problèmes. La lisibilité est affectée parfois, comme on le disait la semaine dernière. Marion, toi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau design Liquid Glass qu'on va retrouver dans tous les OS d'Apple ?
Bah, tu l'as résumé, hein, il y a des questions qui se posent sur l'accessibilité, donc tu parlais de la lisibilité notamment, sur le fait que certaines, transitions et animations, prennent le pas sur ce que tu essayes de faire, notamment les enfin moi je l'ai testé, sur un smartphone. Tu sélectionnes un bouton, dans une tabarre, en fait, tu vois plus l'animation, qui est en train de se passer alors Mmh, qu'en fait, tu as le doigt dessus que le contenu sur lequel tu es censé, te concentrer. Donc cette espèce de transparence qui est censée s'effacer au profit du contenu de ce que tu fais s'efface pas forcément. Heu donc ça, il y a des questions un petit peu. Donc certes, techniquement, c'est très impressionnant, m mais des fois, on se demande un petit peu si c'est pas un délire de développeur et de designer versus quelque chose qui va vraiment être pratique à utiliser. Typiquement, moi, celui qui m'a fait rire, c'est le all clear, enfin ouais. les icônes, all clear. Enfin ça franchement, on dirait un délire de designer quoi. C'est ça, C'est c'est-à-dire que absolument les pas utilisable. pour que les gens se souviennent bien de quoi il s'agit, c'est cette version de l'interface en Liquid Glass qui est tellement en vert, sans coloration, que tout est transparent. Tout est transparent partout, donc limite tu vois rien, quoi. Est-ce qu'ils ont Et pas c'est-à-dire poussé le ouais. truc? Et c'est-à-dire que les icônes sont tous un peu blancs transparents et donc Mmh. en fait, il y a plus du tout les couleurs pour reconnaître quelle icône d'application est quoi. Ça ressemble un peu à mon cauchemar, en fait, pour utiliser un smartphone. Alors oui, c'est joli parce que tu vois bien ton fond d'écran, mais c'est absolument pas utilisable. Alors après, je serais franchement, je vais le tester, quoi. Si ça sort et tout, je le testerai juste pour me marrer. Mais, mais voilà, ça ressemble plus à un délire, et à pousser à l'extrême, en fait, les principes, qu'ils ont appliqués. Maintenant, ça reste une bêta, donc il faut pas non plus, s'emballer. Alors moi, ça me fait rire parce que je vois plein d'articles qui disaient: «Ah non, mais iOS 7, c'était incroyable quand c'est sorti, c'était génial et tout» et moi, je me rappelle, mais tout le monde était en train de hurler en disant: «Mais c'est tout plat, on va rien comprendre, c'est quoi ce flat design?» et cetera. Donc en fait, à chaque époque, il y a tout le monde qui s'affole, et en fait, comme à chaque fois, il va y avoir cette période de bêta, d'ajustement, d'itération, de test avec les utilisateurs, pour voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne pas. Je pense qu'il va y avoir un retravail sur ces transitions qui sont des fois un petit peu envahissantes, faut le dire. Hem et voilà, maintenant, il y a rien d'étonnant. Ils avaient déjà posé quelques briques pour aller dans cette direction-là, à la fois avec l'écran d'accueil et le lock screen. Enfin, voilà, on avait déjà, ces espèces de profondeur, d'effets de profondeur, de transparence, d'éléments d'interface qui vont, se mettre sur le premier plan ou arrière-plan en fonction de l'image. Donc là, ils ont encore développé ça. Il y avait visionOS qui Mmh. évidemment, ils sont en train de placer leurs pions pour que l'interface de visionOS soit de plus en plus facilement acceptée et elle a été bien reçue quand même par ceux qui ont utilisé, visionOS et l'ont testée. Elle a été bien reçue, c'est pas tout à fait étonnant que du coup, ils essaient de ramener des principes de visionOS sur des appareils un peu plus grand public pour normaliser des principes d'interaction qui vont vouloir, rendre familier, intuitif, avec de la réalité augmentée. Voilà. Mais du Donc ils coup, sont en train de placer leurs pions, quoi. heu, je vais quand même est-ce qu'il y avait une raison de refaire l'interface? Est-ce que toi, en tant que, designeuse, tu vois dans les interfaces qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'elles sont un petit peu disparates entre les différents OS, les différentes plateformes, elle celle-là, elle n'est pas foncièrement différente. Un petit peu, oui, bien sûr, mais ça a l'air d'être une itération plus qu'une vraie, réimagination. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que ça commençait à vieillir? Est-ce qu'il y a un bénéfice, au niveau du design pour les utilisateurs? Ou est-ce que bon, l'autre elle fonctionnait bien, quoi? Bah, y enfin, le bénéfice, il est à la fois pour les utilisateurs et pour Apple. Enfin, faut pas se leurrer, c'est Mmh. un mouvement stratégique pour Apple que de normaliser une interface qui va tendre vers de la réalité augmentée, clairement. Donc pour eux, c'était un enjeu stratégique et vital. Maintenant pour les utilisateurs, il y a quand même un gain. C'est-à-dire, tu vas retrouver une vraie cohérence que tu sois sur ton smartphone, ton Mac, ton iPad, et tout va être beaucoup plus intuitif parce que il y aura des principes communs,
et cohérent entre toutes les plateformes. Et c'est ça, pour le coup, on retrouve, cette recherche d'excellence, de cohérence chez Apple, qui pour moi est un vrai délice, enfin, c'est un vrai délice et à chaque fois, je suis catastrophée quand je vois que tous les designers chez nous, sont sur iOS. Enfin, il y a personne chez Android. Pourtant, il y a des chouettes, principes aussi chez Android et tu Mmh. vois? Pareil, les remarques de: «Ah non, mais c'est le retour du skeuomorphisme». Non, mais toutes les interfaces ont toujours pris leurs racines sur des principes de physique. Mmh. Quand tu regardes Material Design, la gestion des calques, de la profondeur et des ombres, bah, ça prend ses racines dans le monde réel. Donc non, c'est juste quel principe physique tu vas tirer à son paroxysme pour en établir des principes d'interface et cetera. Bon là, ils ont choisi la transparence et l'effet, bubbly de l'eau, et du verre. Maintenant, on va voir, jusqu'où ils vont continuer à le Ouais. garder, dans leur, version finalisée en septembre, quoi. Du coup, ma dernière question sur le sujet, donc toi, avec ton regard, professionnel et critique, est-ce que tu l'aimes bien cette nouvelle interface ou ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu est-ce vraiment d'un point de vue émotionnel, quoi? Est-ce qu'elle te plaît ou est-ce que tu dis: «Bon, c'est pas le meilleur qu'ils ont fait»? Moi, je trouve ça intéressant. Écoute, D'accord. je suis contente qu'ils soient allés vers une vraie cohérence, une vraie, perte de frontières entre ces différentes plateformes. Tu vois, tout le travail qu'ils ont fait sur l'iPad avec ce mode fenêtrage. Alors les gens blasés vont dire: «Ah non mais c'est bon, on l'attendait depuis 10 ans ce truc, on va enfin pouvoir l'utiliser comme un Mac». Et ben moi je suis plutôt en mode: «Ils l'ont fait de manière intelligente», Mmh. contrairement à toutes les autres marques. Qui c'est beaucoup plus facile de commencer simple et d'enrichir et de faire évoluer les usages que d'essayer de simplifier quelque chose qui intrinsèquement est horriblement compliqué. Mmh. Et donc tu reprends évidemment à rebrousse-poil tous ceux qui vont dire: «Bah, il nous manque telle fonctionnalité» et cetera. Alors qu'en démarrant simple, tu évolues progressivement avec les usages. Donc moi, je suis très excitée par rapport à ça. Heu et je suis très curieuse de voir justement si cette espèce de normalisation vers de la réalité augmentée va vraiment marcher, parce qu'ils sont quand même très, très bons pour éduquer, heu, c'est un peu, prétentieux quand je dis ça ou paternaliste, mais voilà, Apple a quand même cet ADN heu, d'essayer de répandre, des principes d'interaction et de les faire adopter par le grand public et ça, c'est un vrai savoir-faire qu'ils ont. Donc ouais, je suis assez excitée. Il y a des choses assez intéressantes et assez déstabilisantes dans des transitions, notamment des tab bars sur les applications, avec une tab bar qui prend plus, toute la largeur, mais qui va se mettre sur un côté et puis l'action principale qui va plus être flottante au-dessus, mais qui va être dans un bouton, flottant à côté de la tab bar. Alors là, il y a certains langages, franchement, l'allemand, le néerlandais, bonjour. Moi, j'ai déjà des galères avec le français, hein, parce que j'ai fait des 1ers tests. Donc c'est intéressant. Donc moi, D'accord. je suis excitée, je suis contente, je suis très, très curieuse maintenant de voir si ça va pénétrer les autres OS, honnêtement. Ça, c'est la grosse question parce que là, il y a les ceux qui créent les apps qui sont là: «Ah «Non mais attends, ils me font chier Apple, il va est-ce que je fais une app, vraiment avec les principes qu'ils ont développés, mais du coup sur Mmh. Android, je vais avoir mes utilisateurs qui vont être complètement perdus?» heu, voilà, donc il y a un peu cette question à l'heure actuelle. D'accord, intéressant effectivement. J'avais pas pensé à ça, mais les développeurs, est-ce qu'ils vont faire langage de design Apple ou langage de design de quelqu'un d'autre? Bon, bonne Bah, ouais, question. surtout quand ton app, utilise pas du natif, quoi. Bah oui. Nous, c'est le cas chez Alan, tu vois? On utilise, du React, donc on a la même app, sur les 2 plateformes, quoi. Eh Ça les oui. arrange pas tout Je ça. pense que niveau financier, déjà, ça va pas être possible de maintenir 2 apps différentes. Donc, oui, beaucoup de développeurs vont pas aller dans cette direction-là, j'imagine. 3e sujet que je voulais évoquer, c'est, Mistral, qui Mistral, c'est je crois qu'on peut pas dire Mistral si on ne dit pas ensuite «le champion français de l'IA». Je crois que c'est leur titre, le nom de leur boîte, officielle. Mistral, à l'occasion de Vivatech, a fait 2 annonces, enfin a lancé un produit et fait une annonce. Vivatech, c'est le grand salon de la French Tech en France, à Paris, qui se tient tous les ans
Et donc, ils ont fait 2 annonces. Alors, la première, c'était juste avant Vivatech, c'est le lancement de leur premier LLM dit de raisonnement. Vous savez, c'est ces LLM qui sont focalisés sur non pas la réponse immédiate au prompt que vous donnez, mais qui vont aller découper une problématique ou une question plus complexe en plusieurs petits morceaux et qui vont aller faire des choses pour répondre à cette question en plusieurs étapes. Eh bien, Mistral a désormais son moteur de raisonnement, enfin son LLM de raisonnement qui s'appelle Magistral. Pourquoi pas? Très bien, c'est un bon nom. Et l'autre annonce qui a été faite à Vivatech directement, c'est Mistral Compute, qui est en fait tout simplement une infrastructure de serveurs qui est construite en partenariat avec NVIDIA, évidemment. Ils vont avoir, je ne sais plus combien, 18 000 processeurs de chez NVIDIA. Et qui va du coup permettre à Mistral de compléter leur offre souveraine, puisque le développement du moteur lui-même est français, fait en France, mais les serveurs qu'ils utilisaient étaient des serveurs américains. C'était du cloud, chez Microsoft, Amazon, etc. Et aujourd'hui, donc, ils auront ce centre de données dans quelques mois, quelques temps, quand ça sera construit, qui pourra faire tourner les machines en France avec du calcul français. Du calcul français, messieurs. Alors évidemment, après, on pourra dire, ah oui, mais Nvidia, c'est américain, donc est-ce qu'on est vraiment indépendant ? Oui, mais il y a une chose dont on n'est pas forcément au courant, c'est que même Nvidia, ils ont besoin de composants européens. Enfin, ASLM, par exemple, pour faire de la gravure vraiment fine, c'est une société européenne, etc., etc. Donc, il y a Zeiss aussi, il y a Numérama qui faisait un papier là-dessus il y a pas longtemps sur les éléments européens qui sont indispensables à la chaîne de fabrication tech. Mais bon, donc l'important, c'est que Mistral a fait ces 2 grosses annonces qui sont plutôt positives. Ils sont un petit peu en retard, on va dire, sur les géants américains ou chinois dans certains domaines. Mais est-ce que c'est vraiment important? On parle de quelques mois, peut-être un an. L'important pour Mistral, c'est qu'ils soient compétitifs, et ils le sont. Et puis, qu'ils offrent donc cette spécificité qui est la souveraineté qu'ils peuvent proposer. Il y a une chose que je critiquerai encore une fois, comme je l'ai fait par le passé. Vraiment, ils ne sont pas bons sur la com, je trouve. Bon, là, pour le partenariat avec NVIDIA, ils y sont allés à fond. Mais pour Magistral, par exemple, ils n'ont pas fait une vidéo. C'était juste un blog hyper obscur, pas facile à comprendre. Bon, ils doivent le savoir. Et puis, ils ils focalisent leurs énergies là où c'est le plus important pour eux. Mais voilà, donc Mistral, comment j'ai dit, le champion français de l'IA. Au moins, on en a un. C'est pas mal. Vive la France. Bon, je sais pas. Bah oui, faut quand même se féliciter. Après, en effet, ils font pas énormément de communication, mais il y a tellement de personnes qui font de la com sur eux, pour eux. Hem, c'est ça aussi, c'est un peu compliqué. Puis alors, ils sont martelés, champions européens, ils le revendiquent pas, hein, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand tu as les projecteurs, braqués sur toi sans que tu aies rien demandé. Alors ça joue pour eux quand même parce que ça leur attire des investissements évidemment, Ah, faut pas bien se sûr, leurrer, oui. mais ça enfin, faut aussi leur laisser le temps de se développer, quoi. Donc je pense qu'ils sont pas dans une situation, très, très évidente, quoi. D'ailleurs, il y a Arthur Mensch, le président de Mistral, qui a donné une interview chez France Info. Je vous la mettrai dans la newsletter. Clairement, le garçon, il n'est pas PR trainé, hein. Le PR training, donc, c'est pour... il est très sympathique, hein, il est très compétent, mais il ne sait pas parler au grand public, tu vois. Enfin, bon, c'est pas Jensen Huang ou Sundar Pichai ou Tim Cook, tu vois. Ils passent pas ses journées à répondre à des fausses interviews pour éviter les pièges ou pour bien expliciter son message. Lui, tu sens qu'il bosse, il bosse toute la journée et il fait du vrai boulot, on va dire. Euh, Après, enfin, en tout cas, Mistral, moi, de ce que je vois, parce que pour information, je connais quand même pas trop la boîte, mais Alan, ma boîte, est actionnaire.
chez eux et puis ils sont dans nos locaux, à Paris mais en tout cas, ils ont pas l'air d'avoir un positionnement très grand public, par clairement. rapport à OpenAI, ChatGPT, et donc clairement, j'irai pas comparer, Sam Mmh. Altman à Arthur Mensch. Ils font pas le même boulot, ils ont pas les mêmes enjeux, heu et du coup, je pense que pour l'instant, c'est pas un problème pour Mistral, parce qu'a priori, vu ce qui se passe avec Nvidia, il a l'air de suffisamment savoir s'exprimer. Disons qu'effectivement, il a pu dealer les choses comme ça. Je pense qu'il a fait un gros chèque, hein, évidemment. Mais ils sont en train de signer des contrats à plusieurs dizaines, centaines de millions, de millions et à des milliards à droite et à gauche. Donc oui, je pense ils sont en bonne position. Avec, du coup, est-ce qu'on peut se dire, oui, mais attends, ils font juste euh, ils font juste leur argument, c'est la souveraineté. C'est pas. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt se focaliser sur la performance du modèle plutôt que la souveraineté? Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cette réaction dans notre audience, mais Bah, c'est pas exclusif. Ils sont pas ils se sont jamais positionnés uniquement sur le sujet de la souveraineté, hein. Ils ont très tôt, ils se sont démarqués par justement des modèles qui étaient plus raisonnables en termes de consommation, avec des performances très impressionnantes. Donc voilà, il faut faire la différence, je pense, entre l'image que la presse projette sur eux et eux, ce qu'ils revendiquent. Parce hmm. que je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Euh, moi, je répondrais, bon, évidemment, ils cherchent la performance avant tout, j'en suis sûr, c'est des techniciens. Mais je dirais même que la souveraineté, c'est pas un argument à négliger, tu vois. Imaginons que tu aies un moteur qui fait 90% de ce que font les autres, sauf que tu as la main dessus, tu sais ce que c'est, tu sais comment c'est fait, et puis tu as la sécurité, parce que souveraineté, c'est ça que ça veut dire. On en parlait avec Microsoft il y a pas longtemps. Tu as la sécurité, bon, bah, c'est un argument qui joue. D'ailleurs, Microsoft, je ne sais pas si tu as vu, ils ont annoncé, là, c'était aujourd'hui, je crois, toute une nouvelle série de produits souverains. Et notamment, alors il y a un éventail de différentes souverainetés de leurs produits, mais ça va jusqu'à placer les serveurs dans les locaux de la société en leur donnant les clés cryptographiques. Tu vois, ils ont vraiment, je pense qu'ils ont été très affectés par ce qui s'est passé avec la Cour pénale internationale, où c'était sans doute en développement depuis un moment. Mais là, ils se sont dit, bon, ça rigole plus, il faut qu'on puisse donner des garanties extrêmement fortes que bah, nous, même si le gouvernement américain nous dit de faire ci ou ça, on n'est pas obligé, ou même on ne peut pas. Et je te dis, leur truc, leur cloud local dans les locaux avec les serveurs, dans les locaux de la boîte qui a signé le contrat, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est un cloud encore? Mais bon, c'est marrant de voir qu'ils poussent le truc jusque-là. Après, ça reste une société américaine, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans leur programme. Hein. Ça se trouve, il y a des trucs qui envoient toutes les données aux États-Unis, on n'en sait rien. Patrick. Mais non, mais tu peux jamais être sûr à 100%. C'est pour ça qu'on avait les problèmes avec la Chine, avec le matériel Huawei, par exemple, de réseau, ce genre de choses. Mais là, quand même, ils te garantissent beaucoup, beaucoup de choses avec ces nouveaux produits. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu aussi quand même beaucoup de confusion sur, la définition de souveraineté, de sécurité, sur tous ces clouds. On pointe beaucoup du doigt AWS, d'Amazon et cetera. Mais bon, voilà, enfin, il y a quand même plein de mesures qui sont mises en place, le chiffrement, et compagnie, où même si le gouvernement faisait une requête, il ne serait pas en mesure d'y répondre, Amazon, en fonction des offres qu'on a, hein, qu'ils ont, que les sociétés ont souscrit auprès de Mm. d'AWS. Mais voilà, donc ouais, la souveraineté, c'est quelque chose qu'on brandit très facilement, heu, mais il y a des fois pas mal de confusion, je trouve. Dernier point sur ce sujet de la souveraineté, on a maintenant un serveur DNS pour l'Union européenne. Donc voilà, ça c'est bien pour ceux qui savent. Et un truc que je ne savais pas forcément, sur les 500 plus gros superordinateurs du monde, est-ce que tu sais, alors si tu regardes pas les notes de l'émission, est-ce que tu sais combien sont en Europe? Alors là, Tu sais pas? Ok, bah, écoute, t'as pas vu ce non, petit je article. sais pas, Combien, sur les je sais pas. 500 plus gros, combien tu dirais sont en Europe? Combien sont aux États-Unis? Combien en Chine? Et combien en Europe? Jouez avec nous dans
quand vous écoutez cette émission? Alors, je dirais, donc, tu m'as dit États-Unis, Europe et Chine, c'est ça? Ouais. Je dirais aux États-Unis au moins 200. Mmh. Hem, je dirais Chine, plus de 150, je dirais, Mmh. parce ils se rapprochent très vite et ils sont peut-être pas encore au niveau, mais ils iraient très, très vite. L'Europe, hein, l'Europe, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, peut-être un tout petit peu moins que la Chine, D'accord. mais comme il y a beaucoup de pays différents, tu vois, potentiellement ça peut compenser, Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. je sais pas. J'aurais pensé que tu serais un petit peu plus aveuglé par l'anti-européanisme tech primaire, tu vois. Nous, on sait rien faire. En fait, il y en a Mais moi, je suis très 160. pro-européenne, hein, Non, non, bien donc sûr. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est genre, oh, on est trop nul, on n'y arrive pas, on peut pas, tu vois. 173 aux États-Unis, 46 ah, seulement en Chine et 163 en non, Europe. Donc, 46 en Chine? ouais, c'est surprenant, hein. Comme quoi, tu vois. Alors là, ouais, là, je suis scotchée, ouais. OK, 163. 163 en Europe. Donc, Non, juste pas 10 mal, de hein? moins qu'aux États-Unis. Bon, après, ça se trouve, si on regarde le top 100, il y en a 90 aux États-Unis et 10 en Chine, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour les super ordinateurs et la souveraineté est assurée. Tout va bien. Vous savez quoi? Un autre moyen d'assurer la souveraineté européenne et française, messieurs, dames, c'est de souscrire au Patreon du Rendez-vous Tech pour vous assurer une information de qualité et des analyses judicieuses. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir cette émission. Je remercie infiniment ceux et celles qui le font déjà et je remercie également ceux et celles qui vont penser peut-être le faire aujourd'hui ou demain en écoutant cette émission. Patreon.com/rdvtech. Et on conclut cette émission avec le reste de l'actualité, avec un sujet qui décidément revient régulièrement, qui est celui du contrôle de l'âge. Vous vous souvenez que les sites pornographiques, plusieurs sites pornographiques ont été bloqués parce qu'ils n'ont pas implémenté le contrôle de l'âge à l'entrée. Et il y a une question vraiment compliquée qui se pose aujourd'hui, c'est quid des sites qui ne sont pas à la base des sites pornographiques, mais qui proposent également dans leur contenu du contenu pornographique. Par exemple, c'est pas des sites particulièrement obscurs, hein, Reddit, Blue Sky, X, Mastodon, ce genre de sites. Et du coup, on se pose la question chez les élus, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces sites-là? Parce qu'il est très facile de trouver du contenu pornographique là-bas, mais si on veut implémenter la vérification de l'âge, alors déjà, il y a tout le problème de comment ça se fait techniquement, dont on parle tous les 2 épisodes, mais c'est aussi le fait que les sites pornographiques, si tu veux pas y aller parce que tu veux pas donner ton âge ou donner des informations privées, bon, bah, à la limite, tu vas pas sur les sites porno, c'est pas la fin du monde. Mais les réseaux sociaux, tout le monde utilise les réseaux sociaux. Et s'il faut vérifier l'âge des plus jeunes pour y accéder, c'est pas qu'il faut vérifier l'âge que des plus jeunes, c'est qu'il faut vérifier l'âge de tout le monde. Et donc, tout le monde devra passer par cette vérification d'âge. Et ça pose tout plein de problèmes dont on parlera à un moment. Mais là, j'avoue que ça rigole moins tout à coup. T'imagines, vérification d'âge pour accéder à Blue Sky au hasard? Je suis pas sûr que je sois pour. Ouais, oui, bah, oui, oui, je sais pas quoi dire. C'est Tu, beaucoup plus, ouais, ça va toucher tout le monde, quoi, comme Bah, tu ça dis. touche tout le monde et puis ça ouvre une porte, je trouve, le truc qui est problème. Il y a 2 vrais problèmes. D'une part, même les jeunes doivent avoir la liberté de s'informer. Et la question c'est l'une des questions problématiques, particulièrement aux États-Unis, sur un autre sujet qui est celui de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un des droits fondamentaux dont on parle beaucoup aux États-Unis, où il y a des discussions similaires, c'est bah oui, mais enfin, même quand tu as moins de 15 ans, tu dois pouvoir t'informer. Et c'est pas juste que les jeunes vont être abreuvés de désinformation, comme les adultes, c'est aussi que sur certains réseaux sociaux, ou sur Reddit, ou sur ce genre de plateforme, ils vont avoir des informations qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir ailleurs sur
j'en sais rien, leur homosexualité naissante ou des sujets comme ça qu'on n'est pas forcément à l'aise de traiter avec sa famille ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est aussi un problème qui se pose quand on dit bah faut interdire les réseaux sociaux ou faut contrôler l'âge, etc., etc. Bref. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un world model? On revient à l'IA là. Ab absolument pas. Bah, peut-être entraîner sur la gestion d'éléments physiques dans un espace? Exactement, bien joué. Meta vient de lancer, comment il s'appelle? VGEPA 2, qui est en fait un world model open source. Alors, c'est pas le premier world model, mais ça commence à devenir une question, un sujet qui est de plus en plus discuté dans le domaine de l'IA. C'est un modèle comme les LLM font du texte, les modèles de diffusion font de l'image. Eh bien, les world models simulent la physique dans un monde en 3D. Et c'est extrêmement important, ces world models, pour tout ce qui est robotique ou conduite autonome ou ce genre de choses. Alors évidemment, comme tous les modèles d'IA, le problème c'est quand ils hallucinent ou quand ils se plantent. Donc le fait d'avoir des world models qui se plantent pas, c'est encore plus important que quand tu leur demandes d'écrire la suite du texte de Harry Potter. Mais voilà, donc on commence à voir arriver les world models et ça pourrait accélérer le développement de la robotique ou de ce genre de choses. Je vais passer sur le modèle O3 Pro de ChatGPT, enfin de OpenAI, qui est encore plus puissant que tous les modèles puissants de l'histoire. Pour dire que, en parlant de conduite autonome, je vous dis depuis un moment, ça y est, c'est en train d'arriver, ça commence à devenir sérieux la conduite autonome. Et ben, en Angleterre, on commence les premiers essais sur les taxis autonomes à Londres dans un an. Au printemps 2026, ils avaient prévu de le faire en 2027. Finalement, ça sera en 2026. Et c'est Uber et Wave, qui est une société que je ne connais pas, qui vont être les premiers partenaires pour les taxis autonomes. Donc, de Londres à Paris, il y a encore moins de distance que des États-Unis à la France. On n'est pas si loin. Est-ce que tu es abonné à Amazon Prime Video? Oui. Est-ce que tu as l'abonnement avec de la pub? Est-ce que tu as payé plus pour ne plus avoir la pub ou pas? Ah non, non, j'ai la pub, c'est insupportable. Eh bien, écoute, sache que tu ne trouves pas ça assez insupportable, puisque le public continue à regarder malgré la pub. Donc, ils ont déjà augmenté aux États-Unis, au moins, visiblement, selon certaines sources, la quantité de pub de 2 à 3,5 minutes par heure à 4 à 6 minutes par heure depuis le début de l'arrivée de la pub en janvier 2024. Donc, tu vois, on dit que c'est insupportable. Mais clairement, toi et tous les autres utilisateurs supportent, et moi y compris. Ouais, ouais, je supporte, mais je regarde de moins en moins sur, Prime Video. C'est vrai? Tu commences à Hem, t'en détourner à cause de la pub, justement? En vrai, déjà, je pense aussi qu'un des gros problèmes d'Amazon Prime Video, c'est qu'en fait, c'est très compliqué de trouver les programmes, que tu souhaites regarder, Mmh. même quand tu as déjà regardé des épisodes. Oui. Genre si c'est des séries, moi je trouve ça formidable. C'est le truc de base quoi. Tu veux continuer à regarder ta série, mais tu la trouves pas. Mais s'ils te le filent trop vite, tu vas pas regarder tout ce qu'ils ont à t'offrir d'autre, et donc tu vas Ah pas non mais rester plus longtemps sur la plateforme, tu vois? C'est ça le problème. c'est ridicule. Amazon Prime Video, franchement, c'est la pire plateforme pour trouver du contenu. Bon, C'est donc un c'est pas vrai la jeu pub qui te gêne de hasard. finalement, tu vois? Ils ont raison d'en mettre plus. C'est pas ça qui te Et gêne. franchement, la dernière fois que j'ai regardé un truc, j'ai halluciné quoi. Genre, j'ai eu un premier set de pubs super long, genre il m'a balancé 3 pubs à la fois à la suite, en tout début et ça à la rigueur, ça me dérange pas quand c'est en début de programme. Oui, mais au Mais genre milieu, 10 minutes après, il m'a refait une série. J'étais là: «Non mais attends, ça va là?» t'imagines qu'on vient d'un monde où il y avait genre 12 minutes de pub par heure à la télé? Et là, Ouais, non mais 3 c'est minutes ça à en fait, suivre. c'est qu'on se réhabitue à ça. Bon, en même temps, là, on paye, hein, donc bon, le prix d'Amazon Prime, il faut avouer. C'est pas si cher, hein, c'est 2 euros ou 3 euros en plus pour virer la pub. Est-ce que ton temps vaut cette somme? Bon, clairement pas.
Mais en fait, je paye pas, c'est, l'abonnement de pro de Jérôme qui permet qu'on puisse en Ah, c'est profiter. Donc ça, en bah fait, oui, bien sûr. c'est aussi compliqué, tu vois? Quand tu l'as comme ça, Bon, est-ce que tu serais pour un résumé des articles Wikipédia sur Wikipédia, mais si ce résumé est fait par IA? Bah, visiblement, Wikipédia était en train de tester la chose, mais les utilisateurs et les modérateurs ont dit non, mais l'IA? Mais vous êtes fous! Jamais de la vie! Nous, on est contre l'IA! Et donc, ils ont arrêté le test. Ça, moi, je me dis, si c'est bien foutu, ça serait pas mal d'avoir un petit résumé de l'article fait par IA, d'un article très long, tu vois? Bon, peut-être ben que... oui, Ben ouais, oui, mais c'est le début de la je fin. Tu commences avec ça, et puis dans 2 ans, il y a des articles entièrement rédigés par IA que tu autorises sur la plateforme. Tu vois? Non, peut-être pas. Moi, je pense que ça aurait été bien. Google, tiens, est en train de tester l'ajout de audio overviews, vous savez, ces podcasts créés par IA, pour les résultats de recherche. Genre, tu fais ta recherche, au lieu de regarder le résultat ou même de lire le résumé par IA, tu peux écouter un petit podcast de 3 minutes qui te lit le résumé de ta recherche et des sources qu'il a trouvées. bah, c'est super ça. C'est super. Plus personne va regarder le web de sa vie. Ça va être parfait. Non, mais bon, ne serait-ce que pour l'accessibilité. Est-ce vraiment pour ça qu'ils le font? Bah, j'en sais rien. Après, il y a eu plein d'avancées, d'accessibilité qui ensuite ont été, disponibles au grand public, hein, donc faut pas sous-estimer. Mais, Bien bon sûr, là, mais j'ai mes doutes, c'est Google, mais, ils ont en, pas un track record très, très impressionnant sur ce sujet. en vrai, je dis que je suis dubitatif, mais je trouve ça bien aussi. Donc, moi, je suis très audio, évidemment. Donc, mais continuez à écouter les podcasts quand même. Vous savez, c'est pas la même chose. Il faut continuer. Les podcasts, c'est très bien. Restez abonnés. Patreon.com/rdvtech. Mattel a signé un accord avec OpenAI pour développer des jouets AI-powered. Ah, ça, c'est l'évidence. Est-ce la C'était pire l'évidence, bonne ça. idée ou la meilleure pire idée? Mais c'était forcément ça allait arriver, franchement. Est-ce que ça t'a étonné? Évidemment pas. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner, tu vois, quand on va commencer à avoir des... Ah, Mmh. en fait, c'est un test intéressant, parce que Mattel, évidemment, qui veulent pas mettre sur le marché des doudous qui vont lancer des slogans nazis, tu vois, aux enfants. Donc, encore que aux États-Unis, on sait plus ce qu'ils aiment bien de nos jours. Mais a priori, c'est pas forcément leur truc, tu vois. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à sécuriser suffisamment le truc pour éviter ce genre de problème? Ça sera un bon test. Et dernière Ouais, chose, ouais, non. je suis pas sûre que tu aies envie de tester avec tes enfants. Non, mais du Mattel, ils font pas des, tu sais, c'est pas des jouets pour les adultes, hein, donc c'est ça a priori qu'ils sont en train de faire. Donc Beh, oui, oui, non, mais c'est ça, mais je pense qu'on va attendre de voir les premiers jouets et d'autres peut-être parents tester ça avant oui, c'est avant, ça, avant nous, avant nous. Bon, on va passer sur Elon Musk qui a dit, oh, je suis désolé de ce que j'ai dit sur le président Trump. En fait, je regrette, je le pensais pas, machin. Et juste pour vous dire la dernière news un petit peu WTF Trump. Pour le coup, c'est de la tech. Il y a comment ça, il s'appelle The Trump Organization est en train de lancer un téléphone qui s'appelle le T1 Phone, qui est un téléphone tout en or, qui a en partenariat avec T-Mobile, donc un opérateur aux États-Unis, enfin qui est tout en or, qui est tout couleur dorée, et l'abonnement c'est 47,45 $. Donc 47, c'est le 47e président et le 45e président. Et bon, alors si, il y a quand même un truc intéressant. Je vois Marion qui est en train de facepalmer. Il y a un truc intéressant quand même. Et je me force pour trouver. Mais il y a un truc intéressant, c'est que l'un des arguments de vente du téléphone, qui est un téléphone mid-range, Android, on imagine tout ce qui est plus classique, qui sera vendu un peu plus cher parce que c'est un téléphone Trump, il sera à $500. Le truc intéressant, c'est qu'ils disent qu'il est entièrement fabriqué aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils font Ah fabriquer ouais, des alors puces aux là, États-Unis? Est-ce qu'ils le font j'ai assembler envie aux États-Unis? d'aller lire, ah ouais, alors là, je veux un article ou une vidéo dédiée là-dessus, hein. Bah, complètement, mais ça va arriver tout de suite. Ça va arriver tout de suite. Mais tu vois, ça pour le coup, c'est un vrai sujet tech intéressant.
c'est une administration qui claironne partout qu'ils veulent faire les choses aux États-Unis. Et là, c'est un test. Est-ce qu'ils vont véritablement réussir à faire au-delà du fait que c'est Trump qui le fait, est-ce qu'ils vont réussir, eux, à faire un téléphone aux États-Unis? Qu'est-ce qui sera fait aux États-Unis? Dans quelle partie? Dans quelle mesure? C'est une vraie question. Bon, réponse quand il sera disponible. Je ne sais même plus quand il sort, mais c'est dans pas si longtemps. Et voilà pour nos sujets d'aujourd'hui. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec moi dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver quand tu fais des choses sur Internet? Bien sûr, vous pouvez me retrouver tous les mardis matins sur la chaîne Twitch Nowtech pour débriefer de l'actualité tech à 8 heures. Et sinon, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux au pseudo Isaiah Design. Est-ce que tu es encore sur X? Oui, Est-ce que tu es sur Blue Sky? oui. Très bien. OK. Je précise aux gens parce qu'il y a quelques jours, on a mis le compte X de quelqu'un et ce compte n'existait plus, elle était passée sur Blue Sky. Donc voilà, maintenant je demande. Au moins, comme ça, c'est bon. Oui, oui, après, ça ne garantit pas que j'ouvre. Mais Ton compte existe. OK, très bien. Super, merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, vous le savez. Vous pouvez retrouver la newsletter qui est envoyée tous les vendredis matins. Il y a plein de liens super intéressants, y compris des trucs intéressants cette semaine. Bon, je ne vais pas vous les détailler, mais il y a des choses bien, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Il y a aussi le Discord où on s'amuse bien entre nous. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech. Les liens vers tout ça sont dans les notes de l'émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve, pour ceux qui ont bien compris ce que je disais en début d'épisode, dans le rendez-vous jeu ce jeudi même. Et pour les autres, dans le rendez-vous tech mardi prochain. Je vous fais des bises. Ciao, ciao. Ciao.